Bonjour à tous. On va essayer de commencer à peu près à l'heure parce que nous avons pas mal de gens en ligne. Et quand on est en ligne, c'est toujours un peu désagréable de rester en suspens. Donc je laisse juste tout le monde s'installer et on va démarrer. Eh bien, bonjour à tous. Merci d'avoir répondu à l'invitation de l'AFA un lundi matin et de vous être soit déplacés, soit connectés. Je salue à la fois tous les présents et les personnes qui sont en ligne. Je crois que nous avons environ 300 connexions qui nous avaient été annoncées. Et merci à tous. C'est un peu une première, ce premier rendez-vous de l'AFA qui vise à donner de la visibilité et un peu de retour sur ce que nous voyons dans nos contrôles. Cette séquence sera principalement dédiée à vous faire un retour et vous donner quelques perspectives sur ce que nous voyons dans les contrôles des entreprises, les contrôles article 17. On pourra éventuellement très rapidement aborder le sujet des programmes de mise en conformité des CGIP, mais on est clairement beaucoup plus sur le sujet des articles 17 puisque c'est ce qui dépend directement de l'AFA. Un tout petit mot, mais vous le savez tous à titre préalable. Mais je le répète parce qu'on voit quelques publications qui insistent sur notre côté enquêteur, répressif. L'AFA est un organe qui a pour objet la prévention et d'aider les entreprises et les entités publiques à prévenir et détecter les atteintes à la probité. Donc nous avons une vocation préventive. Nos contrôles sont des contrôles administratifs. Nous n'avons pas de pouvoir d'enquête, mais nous avons la compétence pour contrôler l'existence et la validité et l'efficacité des dispositifs de prévention et de détection mis en place par les entreprises, les grandes entreprises assujetties, même si on s'intéresse aussi un petit peu aux autres. On va y revenir. Et c'est dans ce cadre que nous intervenons. Alors, au terme de la loi, les rapports de l'AFA sont remis aux seules entreprises et c'est important de garder une véritable confidentialité sur nos contrôles. Mais néanmoins, c'est la raison pour laquelle nous sommes là ce matin, il nous a semblé très important de pouvoir renvoyer au marché, aux entreprises, ce que nous voyons dans nos contrôles, et de vous en donner les enseignements, parce que ces enseignements sont importants. Ils doivent vous permettre collectivement de progresser. C'est la raison pour laquelle nous voulions vous réunir aujourd'hui. D'ailleurs, nous constatons, maintenant l'AFA a 8 ans, et nous constatons dans nos contrôles que les entreprises ont réellement progressé, que nous avons de plus en plus une collectivité de professionnels dédiés sur ces sujets, et c'est une bonne chose. La conformité dans son ensemble et la conformité anticorruption, anticorruption en particulier ont permis de faire émerger des compétences. Ces compétences, nous les voyons en entreprise, vous en êtes l'exemple, et il nous semblait important de faire vivre et d'alimenter ce vivier pour faire monter cette culture éthique qui est importante pour les entreprises, pour leur vie économique, mais aussi dans un environnement international qui peut être très agressif, pour leur permettre de détecter des zones de vulnérabilité.
Nous allons revenir en détail et j'ai à mes côtés Marie Mallard, que vous connaissez bien, et Catherine Ferriol, que vous connaissez également, qui sont respectivement chargées du contrôle et de l'appui aux entreprises. Mais je voulais aussi, à titre préliminaire, rappeler très clairement quelle est la philosophie de notre action et la philosophie de nos contrôles. Les dispositifs de conformité sont là pour prévenir les atteintes à la probité. Et ce que nous voulons, ce sont des dispositifs efficaces et vivants. Parce que ce sont les seuls qui sont utiles aux entreprises. Et il nous arrive encore trop souvent de rencontrer dans les entreprises des dispositifs qui peuvent être jolis, qui peuvent être sur le papier et à toute première vue intéressants, mais dont nous nous apercevons très rapidement qu'ils ont été achetés sur étagère et qu'ils ne correspondent pas aux besoins réels des entreprises. Or, rien n'est pire pour les entreprises que ces dispositifs cosmétiques et nous préférons un dispositif en cours d'évolution, vivant, qui a véritablement travaillé sur les risques, mais les risques de l'entreprise, pas les risques abstraits, et qui, sur cette base, a mis en place des mécanismes de réponse. Je ne vais pas vous rappeler toute la liste, mais Marie le fera, qui sont véritablement adaptés au cadre de l'entreprise. Et évidemment, pour que ces dispositifs dans ces conditions se mettent en place, l'engagement des instances dirigeantes reste le point le plus important sur lequel nous voulons, nous insistons et nous systématiquement. Et je dois dire qu'il s'agisse du domaine public ou du domaine privé, donc qu'il s'agisse des entreprises ou des acteurs publics, c'est toujours l'engagement de l'instance dirigeante qui va nous permettre de savoir si nous sommes face à une entité qui a véritablement fait le travail, qui est engagée, qui a un dispositif qui est adapté à ses besoins, ou si nous sommes face à un dispositif qui est uniquement cosmétique et qui est parfois cher et qui de toute façon ne sert à rien. Donc le point, je dirais, si vous devez retenir une chose de cette matinée, c'est que nous sommes extrêmement vigilants sur la qualité concrète des dispositifs et sur leur adaptation aux entreprises. Alors, cette réunion ce matin a pour but de vous renvoyer des éléments sur nos contrôles sur le fond et sur la forme concernant la maturité des dispositifs et on va revenir aussi sur les modalités de contrôle. Mais je voudrais dire aussi en introduction quelques mots sur des évolutions de l'AFA. L'AFA a 8 ans et vous avez sans doute vu que nous venons de réorganiser l'agence. Elle s'est réorganisée autour de 2 sous-directions. Une sous-direction chargée des acteurs publics et une autre des acteurs économiques. Vous vous souvenez peut-être que nous étions auparavant organisés entre contrôle et conseil. J'ai voulu cette évolution car la situation concernant les acteurs économiques est assez différente de celle concernant les acteurs publics. Le cadre juridique n'est pas exactement le même. Et surtout, cette réorganisation a pour but de permettre de mieux partager les enseignements et les bonnes pratiques à l'issue des contrôles. C'est-à-dire que nos actions de contrôle doivent alimenter nos actions de conseil nous voulons, à l'issue des contrôles, identifier des bonnes pratiques et pouvoir les renvoyer ensuite au marché comme nous le faisons ce matin. Pour autant, nous gardons, et je tiens à rassurer l'ensemble des acteurs économiques sur ce point-là, nous gardons nos obligations de confidentialité. Donc, la muraille de Chine entre les activités de contrôle et les activités de conseil est toujours là. La confidentialité stricte
des contrôles est parfaitement respecté. Néanmoins, nous voulons en tirer mieux les conséquences en faisant travailler mieux ensemble conseil et contrôle. Donc, c'est un point important. Il nous semble que de cette façon, nous répondrons mieux aux attentes du secteur économique, que nous leur donnerons, nous vous donnerons plus d'informations et des informations plus ciblées. Et nous allons aussi continuer notre travail d'appui qui a été très développé. Vous avez peut-être pu écouter les différents podcasts que nous avions mis en ligne à l'automne dernier. C'est une action que nous allons continuer globalement. Je vais tout de suite donner la parole à Catherine Ferriol pour vous présenter nos actions d'accompagnement telles qu'elles vont se poursuivre. Avant de redonner la parole à Marie pour vous faire un retour sur les contrôles. Merci Isabelle. Avant de revenir sur les prochaines priorités de l'appui aux acteurs économiques, il a semblé important de faire un point rapide sur tout ce qui a pu être mis en place depuis la création de l'agence. Puisque depuis sa création, l'agence a mis à disposition un très grand nombre de publications et de supports à destination des entreprises pour les accompagner dans le déploiement d'un dispositif anticorruption. Alors, bien évidemment, on trouve les recommandations de l'agence, dont la dernière édition date de 2021 et qui est véritablement le document de référence pour l'AFA, qui s'y réfère pour ses missions de contrôle et de conseil, avec une deuxième partie qui est dédiée aux entreprises assujetties à l'article 17 et qui est véritablement un vrai outil méthodologique pour aider les entreprises à mettre en place les 8 mesures prévues à l'article 17. C'est un document qui n'est pas prévu à ce stade d'être modifié, donc vraiment utile pour toutes les entreprises de continuer à s'y référer. À côté de ces recommandations, l'agence a également publié 9 guides pratiques pour aider les entreprises, donc sur les modalités de déploiement d'un dispositif anticorruption, avec le guide sur la fonction conformité anticorruption, sur des mesures du dispositif ou liées à celui-ci, avec des guides sur les cadeaux et invitations, sur les conflits d'intérêts, sur les opérations de mécénat et de parrainage, sur les enquêtes internes anticorruption, sur les contrôles comptables anticorruption, ou encore sur les vérifications anticorruption pour les opérations de fusion-acquisition. Et enfin, 2 guides un guide sectoriel destiné aux entreprises du BTP et un guide dédié aux petites entreprises. On y reviendra ensuite. Rappelez que l'ensemble de ces guides sont construits dans une vraie démarche partenariale, puisqu'ils sont systématiquement soumis à consultation publique. Donc il y a une vraie appropriation du secteur privé dès l'élaboration de nos guides pratiques. On parle des guides pratiques à destination des entreprises, mais il y a aussi un certain nombre de guides pratiques qui ont été réalisés à destination des acteurs publics et qui peuvent être aussi très utiles pour les entreprises. Je pense notamment à un guide qui a été publié récemment sur les établissements hospitaliers, donc qui peut être utile à toutes les entreprises du secteur de la santé, ou encore un guide sur l'achat public qui peut être utile à toutes les entreprises qui ont parmi leurs partenaires des clients publics. À côté de ces guides pratiques, on a mis aussi en place un certain nombre d'outils avec des supports qui sont disponibles sur notre site internet, notamment un support sur les paiements de facilitation pour les entreprises qui travaillent à l'étranger et plus récemment un support destiné aux entreprises qui sont assujetties à CSRD et non assujetties à Sapin 2 pour les aider à mettre en place un dispositif de conformité anticorruption et qu'elles pourraient ensuite utilement valoriser dans le cadre de leur exercice de reporting extra-financier. Sur notre site internet, il y a également d'autres types d'outils tels que des bases de données
qui peuvent être utiles, accessibles librement sur Internet et qui peuvent être utiles pour les exercices d'évaluation des tiers et de cartographie des risques de corruption. Un comparatif également des normes du DOJ, du SFO, de la Banque mondiale et de la France, qui montre qu'aujourd'hui, le cadre français, il se place au niveau des plus hauts standards internationaux. Donc, les entreprises qui s'inscrivent dans le cadre français sont relativement bien protégées quand elles travaillent à l'international. Et enfin, comme Isabelle en a parlé, nous avons mis en ligne 6 podcasts à l'automne 2024 qui peuvent être utilement d'ailleurs relayés au sein des entreprises pour certains d'entre eux comme des actions de sensibilisation. Je pense notamment à celui sur les cadeaux et invitations. Le podcast a enregistré à peu près 5400 écoutes depuis sa mise en ligne et il continue d'enregistrer des écoutes assez régulièrement. Sur les actions d'accompagnement, on réalise également à peu près 70 interventions par an, qui sont des interventions que l'on fait au travers des fédérations et associations professionnelles, avec l'organisation d'ateliers pratiques sur certaines mesures du dispositif. On fait également de plus en plus d'actions de sensibilisation en formation initiale et en formation continue auprès des universités et écoles, notre objectif étant de contribuer à la professionnalisation des acteurs de la fonction conformité anticorruption. À cet égard, je profite de cette tribune pour vous indiquer que nous sommes disponibles pour organiser des ateliers. N'hésitez pas, fédération, association professionnelle, à prendre notre attache s'il y avait des besoins auprès de vos adhérents. Pour en venir maintenant aux priorités de l'année à venir, vous dire que nous travaillons actuellement sur un guide, des fiches pratiques dédiées à l'évaluation des tiers. C'est un sujet qui est très souvent remonté par les entreprises comme étant une mesure assez complexe encore à mettre en place. C'est la raison pour laquelle nous avons réalisé l'année dernière un questionnaire anonyme auprès de toutes les entreprises désireuses de nous faire remonter leurs difficultés. Il est en cours de rédaction. Nous espérons pouvoir le mettre en consultation publique au printemps et de le publier en cours d'année. En lien avec la réorganisation dont a parlé Isabelle, notre souhait, c'est aussi pour l'année à venir de faire des publications plus courtes, plus opérationnelles, qui exploitent davantage les résultats des contrôles, mais qui exploitent aussi tous les travaux d'analyse qui sont faits par l'Observatoire sur des items, sur des bonnes pratiques ou sur des risques corruptifs. À cet égard, une des premières fiches que nous souhaitons faire devrait être dédiée à l'engagement de l'instance dirigeante, parce qu'on constate que là aussi, Marie en parlera sur les retours des contrôles, et il y a encore beaucoup de choses à accomplir pour s'assurer de la pleine implication de l'instance dirigeante dans le déploiement des dispositifs anticorruption. Vous dire enfin qu'une autre priorité pour l'agence sera de travailler sur les petites entreprises. Alors, nous avons déjà fait un guide dédié aux PME et aux petites ETI, mais on a le sentiment qu'on doit aller plus loin dans cette démarche pour réussir à les embarquer davantage dans une démarche anticorruption. Donc, on a certainement un travail à faire en la matière pour peut-être revoir notre discours, réfléchir à des mesures qui soient un peu plus adaptées à la taille des petites structures, mais également réfléchir aussi à la façon dont les grands groupes pourraient davantage sensibiliser les petites entreprises, les partenaires avec lesquels elles travaillent. Merci Catherine. Tu as rapidement mentionné l'Observatoire des atteintes à la probité, qui est effectivement un des fruits de la réorganisation de l'AFA. Nous avons non seulement 2 sous-directions pour les acteurs économiques d'une part et pour les acteurs publics d'autre part, mais nous avons également toute une série de fonctions transversales. Et parmi ces fonctions transversales, j'ai voulu créer un observatoire qui permette de récupérer des informations, les informations publiques, et de produire des analyses au bénéfice de tous pour mieux connaître ce phénomène
de corruption, mieux connaître les risques. Et les travaux de l'Observatoire, qui a déjà publié une note assez intéressante au mois de décembre dernier sur la base des décisions de justice en matière d'atteinte à la probité. D'ailleurs, nous avons publié aussi une centaine de chroniques sur ces décisions de justice. Vous pouvez les consulter, elles sont en ligne et ça vous donne des informations sur ce que décident les juridictions. Mais cet observatoire a vocation à poursuivre ses travaux et à donner des éléments assez analysés sur le phénomène corruptif. Voilà. Je vais maintenant passer la parole à Marie. Marie Mallard sur les contrôles pour vous faire un peu un panorama de nos constats au cours de l'année écoulée à l'occasion des différents contrôles que nous avons pu mettre en place. Marie. Merci Isabelle. Alors, ce que nous vous proposons aujourd'hui, c'est de vous présenter un bilan en 3 temps. D'abord, un bilan chiffré, ensuite un retour sur les modalités de contrôle que l'on dit nouvelles, mais qui ont été mises en place en 2022 et qui un jour ne seront plus nouvelles. Et enfin, un retour sur la maturité des dispositifs, à la fois sur les différents items de l'article 17, mais aussi sur certains secteurs qui ont été contrôlés. À ce sujet, Catherine a utilement rappelé les recommandations, mais vous pouvez également vous référer à la charte des contrôles. Sur le bilan chiffré, tout d'abord, préalablement, je souhaiterais saluer le travail des inspecteurs et de l'adjoint au département, M. Foum, car c'est en effet un métier qui exige beaucoup de professionnalisme, beaucoup de souplesse et de concentration, puisque nos contrôles sont l'occasion de recevoir des centaines, voire des milliers de documents qu'il faut arriver à synthétiser et à restituer une substance dans un rapport écrit. Alors, notre activité en chiffres, depuis la création de l'agence, soit en 7 ans, nous avons conduit 165 contrôles et examens sur les entreprises, étant entendu qu'un contrôle couvre plus qu'une entité juridique, puisque nous regardons le dispositif mis en place par la société mère, mais aussi comment il est décliné dans les filiales et sociétés contrôlées au titre de l'article 17. Donc, fonction de la taille des groupes, un rapport de contrôle peut couvrir plusieurs centaines d'entités juridiques. Sur ces 165 contrôles, 129 ont été décidés par la directrice ou son prédécesseur au titre de l'article 17. Et pour la répartition, nous avons fait 104 contrôles initiaux, c'est-à-dire des entreprises que nous avons été voir pour la première fois, et 25 contrôles de suite, donc des entreprises qui avaient reçu un avertissement lors d'un premier contrôle et pour lesquelles nous avons fait une seconde mission, des contrôles assez récents. Sur les 104 contrôles initiaux, rappelez aussi que certains ont porté en 2020 et 2021 sur une partie des items de la loi, c'est ce qu'on a appelé les contrôles thématiques. En l'occurrence, c'était des contrôles qui étaient ciblés sur l'instance dirigeante, son application, la cartographie des risques et l'évaluation des tiers. S'agissant également des CEGIP, l'AFA s'est vu confier 13 programmes de mise en conformité, dont 6 sont encore actifs, et un certain nombre d'examens préalables qui sont sur demande du parquet, l'examen de la maturité d'un dispositif, d'une entreprise ou d'un groupe qui est en cours de négociation. Plus précisément, sur l'année 2024, et nous serons amenés à vous donner plus de détails dans le prochain rapport d'activité de l'AFA, au titre des contrôles, nous avons rendu 19 rapports aux entreprises, soit dans leur version provisoire, soit dans la version définitive en fonction de la temporalité du contrôle. Et nous avons ouvert 10 contrôles l'année passée, à savoir qu'il s'agissait de 10 contrôles initiaux, puisque nous avons choisi d'ouvrir notre périmètre de contrôle à des entreprises que nous n'avions jamais visitées. Au titre des CEGIP également, une activité fournie avec 9 audits sur les 6 CEGIP actuellement en vie, 3 examens préalables demandés par les parquets dans le cadre de négociations et une CEGIP qui a été rendue publique en fin d'année avec un programme de mise en conformité de 3 ans. Donc, comme le rappelait Isabelle, ce propos ne fait pas de focus sur au sujet des CEGIP, mais certaines bonnes pratiques en sont forcément issues dans notre retour que l'on peut vous faire, puisque ce sont des relations de travail qui sont plus longues et dans lesquelles on peut travailler en collaboration avec l'entreprise pour avoir un dispositif très sophistiqué et répondre à certains risques. S'agissant du retour que l'on peut vous faire sur les modalités de contrôle mises en place depuis 2022, donc un bref rappel de comment nous travaillons pour ceux qui y seraient moins familiers. Donc l'AFA va contrôler la qualité et l'efficacité des mesures et procédures désormais en 2 phases. Donc après l'ouverture du contrôle, c'est l'ouverture d'une première phase qui a plutôt vocation à
analyser les réponses qu'elles sont faites par les entreprises sur le premier questionnaire et à organiser des entretiens pour bien comprendre le fonctionnement de cette entreprise et de ce groupe et l'application de la procédure. On peut enchaîner sur une deuxième phase qui est laissée à l'appréciation de la directrice et qui a pour objet d'approfondir l'application de la procédure, son efficacité en réalisant notamment des tests par échantillonnage. Et je rappelle à cet égard qu'il est important d'avoir en tête que nos entretiens n'ont pas vocation à fonder des manquements et il est important pour nous de vous le rappeler dans la mesure où en contrôle on est amené à rencontrer beaucoup de collaborateurs qui ne sont pas forcément familiers avec les contrôles de l'AFA. C'est pourquoi pour nous il est important de rappeler que ces entretiens ne font pas l'objet de procès-verbaux et ils ont uniquement pour nous vocation à orienter notre contrôle et à comprendre l'organisation et le fonctionnement d'une entreprise. À l'issue du rapport provisoire, donc, qui est adressé à l'entreprise, l'entreprise a 2 mois pour formuler ses observations et adresser un projet de plan d'action et éventuellement, si elle le souhaite, demander un entretien à l'AFA. Le rapport définitif est constitué sur la base de l'ensemble de ces éléments arrêtés à la date de sa réponse. Sur les 23 contrôles qui ont connu un cycle complet sur la base de ces nouvelles modalités, donc qui ont été ouverts et clôturés depuis, on remarque que 6 d'entre eux ont été clôturés en phase 1, dès lors que le dispositif était insuffisamment mature pour être échantillonné. Alors évidemment, ces entreprises ont entrepris d'énormes chantiers de mise en conformité pendant le contrôle, en tout état de cause, avant la clôture et la réponse au rapport provisoire. La faculté de rencontrer l'AFA est systématiquement utilisée à géométrie variable en fonction des demandes des entreprises, soit avec la directrice, soit avec le département du contrôle, et on calibre aussi en fonction des demandes des entreprises. En tout cas, cela nous a toujours semblé utile, puisqu'on est sur une partie de la procédure qui est très écrite dans la fin du contrôle. Et il est toujours important pour nous d'entendre l'histoire qui est racontée autour de ce dispositif et de voir l'impulsion et la dynamique dans laquelle s'inscrit l'instance dirigeante et ses équipes. Les plans d'action sont systématiquement aussi joints aux réponses des entreprises. Ce que l'on peut regretter, c'est des plans d'action quelquefois trop synthétiques, trop peu précis sur les livrables. Et je rappelle à cet égard que nous sommes dans une phase où nous ne contrôlons plus. Nous sommes sur des pièces et dès lors que les pièces sont insuffisamment documentées, nous ne sommes pas en mesure de les prendre en considération dans le rapport définitif. Donc à cet égard, je rappelle l'importance pour les entreprises de préciser et d'apporter des pièces complémentaires sur leur chantier et sur les dispositifs qui ont évolué depuis le contrôle, depuis la clôture des opérations de contrôle, puisque nous sommes obligés d'arbitrer pour décider de ce qui peut être conservé. Et enfin, la fin des opérations de contrôle est actée à l'issue de ce délai contradictoire, ce qui permet globalement aux entreprises de mettre à profit ce temps pour avancer dans leur dispositif. On constate que c'est quasi systématiquement le cas, c'est-à-dire que nos observations provisoires sont vraiment prises en considération pour mettre en branle les dispositifs et les faire évoluer, ce qui est assez satisfaisant et constructif, puisqu'ils n'ont pas besoin d'attendre le rapport définitif pour commencer à travailler, et on constate que le travail est très souvent fait dans le sens que l'on a indiqué. Ce qui est plus discutable à cet égard, cela va être les délais de mise en œuvre des recommandations, et c'est là où va se cristalliser peut-être une partie des discussions. Sur la maturité des dispositifs, le retour qu'on peut vous en faire, donc on s'est concentré sur les contrôles les plus récents, 2022-2023, puisque finalement les entreprises ont globalement avancé et ça ne fait plus beaucoup de sens de faire un constat des dispositifs tels qu'on les a audités ou contrôlés dans les années précédentes. Le message, et je rejoins Isabelle à ce sujet, le message qu'on veut vraiment vous faire passer, c'est d'axer votre action sur la finalité de protéger son entreprise. C'est vraiment l'idée phare qu'on aimerait voir diriger les dispositifs. Nous aimerions que les entreprises mettent une intention particulière au-delà du département conformité. Alors il est vrai que les départements conformité sont très souvent nos interlocuteurs, puisque les représentants légaux peuvent désigner un interlocuteur dans le cadre du contrôle de l'AFA. Ils nous apparaissent souvent très engagés et, à contrario, comme ils sont très exposés, le rapport de l'AFA peut ensuite être perçu ou utilisé comme une remise en question de leur travail. C'est pourquoi aujourd'hui, pour nous, il est vraiment important que ces personnes ne soient pas considérées comme les seules responsables d'éventuelles défaillances du dispositif, à moins d'une incompétence particulière, mais ce n'est pas du tout ce que l'on constate dans nos contrôles. Et nous rappelons que la loi, comme nos rapports, s'adresse aux dirigeants. Et pour que l'effort soit fait, pour que l'entreprise soit protégée, il faut que l'effort soit évidemment
collectif et il soit l'œuvre de toutes les fonctions qui peuvent être parties à une des mesures de la loi. Donc avec un rôle tout particulier, comme on le rappelait, de l'instance dirigeante, et surtout que ce dispositif soit incarné. En effet, je rejoins les propos d'Isabelle, on est vraiment dans une chasse aux dispositifs cosmétiques parce qu'en plus, c'est inutile. Prendre un prestataire ou prendre du temps pour faire des entretiens de cartographie des risques et aboutir à des risques génériques, finalement, c'est une perte pour l'entreprise d'argent, de temps, mais aussi finalement de crédibilité de la fonction, puisque on n'explique pas aux interlocuteurs la finalité et le résultat ne porte pas cette finalité de protéger l'entreprise. Pour illustrer donc la maturité des dispositifs, peut-être 5 points. D'abord, un premier point sur l'organisation d'un dispositif. Comment organiser son dispositif anticorruption? Nous avons 2 remarques à cet égard. La première porte sur la gouvernance. Lorsque nous ouvrons un contrôle, il est rare qu'une société soit en mesure de nous indiquer très clairement l'articulation de son dispositif entre la société mère et ses filiales et sociétés contrôlées, et notamment quelle est la marge de manœuvre qui est laissée aux filiales pour adapter ou décider du programme. La répartition des responsabilités est en tout cas très rarement documentée, à l'exception d'une entreprise, et c'est une bonne pratique qu'on souhaitait soulever, qui disposait d'une note de gouvernance qui détaillait précisément qui était responsable de quel pan du dispositif entre la société mère et ses filles, et qui listait l'ensemble des procédures applicables par la société mère, à contrario, les autres pouvant être laissées à la main des filiales. De même, si les responsabilités ne sont pas clairement posées, on se retrouve avec des instances dirigeantes, des sous-groupes qui pourtant sont assujettis, sont assez grands pour dépasser les seuils, qui ne se sentent pas spécialement concernés puisque c'est la société mère qui porte l'ensemble du dispositif à leurs yeux. Et il est rare finalement que dans cette gouvernance, une société mère ait une vision consolidée des risques et aussi des incidents qui peuvent intervenir dans son groupe. La seconde remarque est relative au périmètre. Donc le périmètre, c'est quelque chose aussi dont l'AFA a beaucoup parlé par le passé, les bornes du groupe. C'est vrai qu'il n'est pas toujours clair lorsque nous débutons un contrôle de savoir qu'est-ce que couvre le dispositif anticorruption exactement. Au sein d'un même groupe, vous allez avoir, et c'est quelquefois le fruit de l'histoire, une superposition des organisations juridiques, des organisations fonctionnelles et comptables. Et dès lors qu'elles sont distinctes, il est difficile, même pour la fonction conformité, de savoir et de nous répondre pour nous dire qu'est-ce que couvre mon dispositif et qu'est-ce que couvre, par exemple, ma cartographie des risques. Au titre des bonnes pratiques, nous avons relevé, et dans le cadre d'une CEGIP, je le souligne puisque nous avons pu travailler sur le temps avec cette entreprise, une entreprise qui a décidé de faire une photo afin de réconcilier son organisation comptable, son organisation juridique, son organisation fonctionnelle aussi, et ses cartographies des risques. Et cela lui a permis d'identifier les zones qui n'étaient pas cartographiées. Et donc nous invitons les entreprises à faire cet exercice à n'importe quel moment de leur vie, cet exercice de remédiation, peut-être en ayant recours à leur fonction d'audit interne, pour essayer d'être certain de couvrir son périmètre et ses risques. De même, sur les questions de périmètre, certaines entreprises sont sorties du dispositif puisqu'elles sont dites dormantes et sans activité, sans que cela ne soit nécessairement justifié ou documenté, alors que ces entreprises peuvent être réactivées, peuvent continuer à avoir une comptabilité, voire même du personnel. Et enfin, certains groupes grandissent par acquisition, ce qui est la vie des affaires. Seulement, le dispositif n'évolue pas en conséquence. Très peu de cas de due diligence dans le cadre d'acquisition, et surtout très peu d'audit du dispositif anticorruption une fois que l'entité est intégrée. Et c'est aussi une bonne pratique que nous avons remarquée chez certains acteurs que nous souhaitions souligner. Deuxième aspect des dispositifs, l'implication, s'impliquer pour l'instance dirigeante notamment. Alors évidemment, du côté de l'AFA, la première marque d'implication de l'instance dirigeante, c'est la participation de l'instance dirigeante au contrôle. Donc c'est la première chose qu'on remarque, quel que soit le moment du contrôle. Évidemment, globalement, les instances dirigeantes sont impliquées dans les codes de conduite, dans la validation des procédures, voire la validation des cartographies des risques. On remarque toutefois que très souvent, les modèles de cartographie des risques qui leur sont présentés pour validation, ce sont des versions très synthétiques, très condensées, qui finalement donnent peu
peu de vision sur les scénarios de risque auxquels l'entreprise est exposée. Et finalement, on peut se demander si l'instance dirigeante a une vraie connaissance des risques auxquels sont exposées son entreprise. Tout ce qui permet de s'assurer finalement que l'ensemble de la direction est impliqué est important à nos yeux. On note également en bonne pratique la signature d'engagement par les directeurs annuellement à destination du PDG ou du DG, ou une lettre d'affirmation annuelle par l'ensemble des membres du comité de direction qui est diffusée aux collaborateurs pour réattester de leur engagement continu. S'agissant des organes de surveillance, alors bien qu'ils ne soient pas cités par l'article 17, il est important pour nous qu'ils soient pleinement impliqués et informés tant de l'avis du dispositif qu'éventuellement du contrôle de l'AFA, le cas échéant. C'est pourquoi nous n'excluons pas les entretiens avec les membres du comité d'audit ou des risques pendant nos contrôles. Au titre des bonnes pratiques, nous avons remarqué, au moins pour 2 entreprises contrôlées, que le conseil d'administration fixait des objectifs chiffrés et qualitatifs de conformité au représentant légal avec des indicateurs clairement définis. De même que dans le cadre d'une CEGIP, un membre du conseil d'administration était désigné comme suivant tous les échanges entre l'entreprise et l'AFA et comme validant les communications. S'agissant des moyens mis à disposition par les instances dirigeantes, alors il n'est pas nécessairement pertinent de comparer les moyens humains ou matériels mis en œuvre sur la conformité en fonction de la taille, de l'organisation des groupes ou de l'exposition au risque. Toutefois, un point d'intention, l'existence d'un réseau conformité qui peut diffuser la bonne parole, les procédures, mais aussi être un relais de son application au sein des métiers, au sein des filiales, au sein des pays. C'est quelque chose que l'on constate quasi systématiquement, à quelques exceptions près. Mais lorsqu'on le constate aussi, l'écueil que l'on peut connaître, ce sont des fonctions qui sont mal désignées, mal connues par leur périmètre, ou alors des missions qui ont été ajoutées avec le temps et qui ne sont peut-être pas prévues par les fiches de poste ou de fait dans les objectifs de fin d'année, ce qui rend la fonction finalement assez théorique pour un peu que ce soit une fonction qui fasse un fort turnover. Troisième point important, l'identification des risques. Donc évidemment, nous allons revenir sur la cartographie des risques assez rapidement, mais ce que l'on retient des cartographies des risques que l'on contrôle encore jusqu'en 2024-2025, c'est que nous regrettons que les scénarios soient très génériques. Et on aboutit à des cartographies des risques qui sont quelquefois transposables d'un groupe à l'autre, voire d'un secteur d'activité à l'autre, tant les résultats sont peu granulaires. Nous avons encore des cartographies des risques qui indiquent comme risque cadeau et comme mesure de remédiation procédure. On ne voit pas comment cet outil peut être utilisé pour piloter et rendre effectif la protection de l'entreprise. Et là, on retombe donc sur quelque chose d'inopérant et un dispositif cosmétique, puisqu'on est sur un document qui ne permet pas du tout de traduire les risques et les mesures à mettre en face. Et donc, qui ne permettra pas aux collaborateurs de prendre conscience de ces risques et de se sentir concernés et directement concernés par son entreprise et son activité. Sur le fond des risques, 2 remarques qualitatives. Nous remarquons assez peu la prise en compte des dépenses marketing comme étant un instrument de corruption. Alors pour autant que ça peut rejoindre les invitations, voire les cadeaux, c'est quelque chose qui n'est pas souvent dans le périmètre de la cartographie des risques comme instrument. De même sur les risques en tant que tels, il y a souvent un prisme qui est pris, qui est relatif uniquement à la corruption passive, et l'entreprise ne s'interroge pas toujours sur son risque de corruption active et donc sur ce qu'elle pourrait être à l'origine de certains faits. Sur la méthode, très rapidement, on a parlé du périmètre du dispositif. Évidemment, on a ce sujet de périmètre sur les cartographies des risques avec des entités qui sont exclues, dites dormantes, ou alors des entités qui ne sont pas incluses avec le temps. Sur la stratégie, alors nos recommandations préconisent une méthode, certes qui n'est pas obligatoire, mais qui, on y croit, permet réellement d'aboutir à des risques granulaires. Et sur la stratégie, ce que l'on remarque d'expérience, c'est que l'approche ascendante, c'est-à-dire interroger le terrain, les opérationnels et remonter des risques pratiques, est plus efficace qu'une approche descendante. Un écueil remarqué en contrôle, une entreprise qui avait une approche descendante, qui décidait de ces risques en chambre au niveau de la société mère et très souvent uniquement au niveau des dirigeants, et demandait aux filiales de voter sur la base de ces risques seulement sans pouvoir en ajouter de nouveaux. Donc une forme de musellement qui n'était pas souhaitable. Et en l'occurrence, avec cette approche ascendante, on arrive à des cartographies plus pertinentes. Troisième point, ou
quatrième, même mettre en cohérence l'ensemble du dispositif avec les risques. Donc évidemment, on constate très souvent des décalages sur les autres mesures de remédiation avec ce qui est pointé par la cartographie des risques. Aussi parce que les deux objets peuvent avoir été pensés pas au même moment, des procédures antérieures à la cartographie des risques ou inversement. Sur le code de conduite, tout d'abord, il n'est pas toujours annexé au règlement intérieur, ce qui est assez surprenant 8 ans après la parution de la loi, mais on se retrouve encore à faire des observations sur ce point, ce qui est regrettable pour l'application notamment du régime disciplinaire. Et il comporte très souvent des illustrations qui sont insuffisamment pratiques. Il en est de même pour les procédures qui sont dites annexes, qui viennent illustrer les comportements proscrits ou autorisés. Pour nous, il est essentiel que les fonctions exposées aient une ligne directrice très claire, que ce soit en termes aussi de diffusion de la culture, mais tout simplement de vie pratique des affaires. Alors, je vous renvoie vers l'ensemble des guides que Catherine a pu citer à cet égard, qui détaillent sur pas mal de points comment les procédures et les codes de conduite peuvent être précisés sur les cadeaux, les conflits d'intérêts, mécénat et sponsoring. Mais en tout cas, nous sommes très vigilants sur leur efficacité et sur leur lisibilité. À cet égard, nous avons relevé une bonne pratique d'une entreprise qui avait créé un guichet unique de la conformité, donc qui avait digitalisé ses procédures et son code de conduite, de sorte à ce que les collaborateurs n'aient qu'un lieu où aller consulter les procédures, mais aussi déclarer ou demander les autorisations nécessaires, qu'il s'agisse de cadeaux, d'invitations ou d'événements marketing. S'agissant de la formation, on remarque que c'est un item sur lequel il y a beaucoup de moyens qui sont mis en œuvre. Et ce qui est dommage, c'est que le miroir de ces moyens est finalement des procédures, des formations qui sont assez peu pratiques, assez peu détaillées, et elles manquent de connexion vraiment avec les risques propres de l'entreprise, mais ce qui peut tout simplement ennuyer les collaborateurs et même chose être un facteur de décrédibilisation de la fonction et du message. Évidemment, il y a des difficultés aussi sur l'identification des populations exposées, et quelquefois il y a des bonnes réflexions au moment de la cartographie mais qui ne sont pas reprises dans le dispositif de formation. S'agissant ensuite des alertes, alors impossible de vous donner aussi un comparatif du nombre d'alertes d'un groupe par un autre, ça aurait peu de sens et ça ne peut pas être en soi un bon ou un mauvais indicateur du fonctionnement ou de la défaillance du système. Toutefois, en cas d'absence d'alerte ou d'un nombre très faible d'alertes, on attend des entreprises qu'elles s'interrogent sur la bonne diffusion de leur culture éthique, mais aussi tout simplement sur leur procédure d'alerte, et notamment pour les personnels qui n'ont pas accès à un environnement de travail informatisé et un ordinateur. À cet égard, on note aussi la digitalisation des processus assez clairs. On appelle votre vigilance sur les alertes qui peuvent être maintenues en parallèle de ces outils ou de ces plateformes. Dès lors que vous souhaitez laisser aux collaborateurs la possibilité de faire une alerte à la hiérarchie, ce qui est assez sain, de bien intégrer ces alertes aussi, soit les répercuter dans vos plateformes, ou en tout cas de bien les avoir dans le viseur de la conformité et dans vos indicateurs. Sur l'évaluation des tiers, très rapidement, puisque comme l'indiquait Catherine Ferriol, il y a des fiches pratiques qui sont en préparation, en collaboration avec le marché. Globalement, on se rend compte que les entreprises aussi investissent sur ce sujet. Sur les fournisseurs, c'est assez réalisé maintenant avec le temps. C'est peut-être la première clé d'entrée qu'ont pris les entreprises, les intermédiaires également, mais sur les clients, ça reste assez laborieux ou même quelquefois pas débuté. Donc on appelle les entreprises à être vigilants, puisque les clients font partie de l'article 17 de la loi Sapin 2. Et enfin, un écart entre les tiers recensés par ces procédures et ceux de la cartographie, évidemment. Au titre des bonnes pratiques, on tient à soulever l'effort que font les entreprises, que font certaines entreprises, dans les mesures qu'elles mettent en œuvre sur leurs tiers, de les former à l'anticorruption. Donc ça participe pour nous, évidemment, du cercle vertueux, qui est celui de la transmission des plus grandes entreprises vers leurs plus petits partenaires, qui ne sont pas toujours des entreprises assujetties. Enfin, le dernier point qui est important pour nous est vraiment quasi systématiquement l'objet d'observations et de manquements en contrôle. C'est la partie contrôle et évaluation du dispositif. On remarque que le marché a encore un pas à faire sur la maturité et sur la culture du contrôle et de l'audit. Ce sont donc les items du contrôle comptable et du contrôle interne qui sont un peu laissés en désuétude ou pas encore abordés par les entreprises.
on est globalement peu mature sur ces items-là. S'agissant des contrôles comptables, donc la définition de contrôles comptables qui sont vraiment liés au risque de corruption est trop rare ou très souvent en cours d'élaboration au moment où nous lançons nos contrôles. Alors même que l'AFA a publié un guide sur ce sujet qui peut être un peu complexe, mais a publié un guide en avril 2022. Donc nous vous rappelons l'existence de ce guide en cas de difficulté. Et l'exercice de traduction vraiment des scénarios de risque en contrôle comptable ou en transactions concernées est très rarement fait. Dès lors que vous avez fait l'effort d'identifier des populations à risque, des instruments ou des scénarios, il est indispensable de les traduire en transactions ou en compte à risque pour pouvoir vous assurer que c'est effectif. Pour vous donner un exemple, il y a le contrôle comptable des notes de frais des commerciaux qui est soit inexistant, soit existant au titre des contrôles génériques comptables, mais il est quasi jamais transposés aux risques de corruption qui sont relevés par la cartographie. Donc jamais plus poussé vis-à-vis des collaborateurs à risque, jamais plus poussé vis-à-vis des pays ou des zones de risque de l'entreprise. Et enfin, s'agissant de l'évaluation et du contrôle du dispositif, alors pour nous, ça nous semble vraiment indispensable à l'efficacité. Nous constatons quasi systématiquement aussi lors de nos échantillonnages de très mauvais résultats d'application des procédures d'évaluation des tiers, de validation des cadeaux, des opérations de sponsoring ou du traitement des alertes. C'est en réalité très peu ou très mal appliqué. Alors il peut y avoir une question de connaissance de ces procédures, d'une mauvaise diffusion, mais aussi tout simplement d'opérateurs qui ne se sentent pas contrôlés et donc qui ne les appliquent trop rarement. À titre d'exemple, lors d'un contrôle de suite récent, l'entreprise avait mis à niveau ses procédures suite à nos recommandations. Donc les nouvelles procédures n'appelaient pas pour nous de remarques particulières. Pour autant, lorsqu'on a testé leur application, nous relevions 100% des cadeaux contrôlés comme ne comportant pas l'autorisation nécessaire, 100% des dossiers de fournisseurs choisis comme ne comportant pas le questionnaire nécessaire, et au global, 73% des tiers échantillonnés qui ne comportaient pas de preuves d'évaluation. Donc là où nous ne mettions pas d'observation sur le fond de la procédure, sur le raisonnement et son articulation avec la cartographie des risques, on était sur un système complètement défaillant en pratique, ou en tout cas sur notre échantillon. Dès lors, en l'absence d'un contrôle interne efficace, il nous semble impossible pour une entreprise d'être protégée et de prévenir ces risques de corruption. Pour terminer sur cette appréciation de la maturité des dispositifs, je laisse Isabelle vous revenir sur nos observations relatives aux dernières vagues sectorielles contrôlées. Merci, merci beaucoup Marie de ces éléments extrêmement riches qui, je crois, pourront permettre à chacun d'avancer. Alors, quelques éléments à la fois de bilan plus global et de perspective. Si l'on prend les 2 dernières années, on a mis en place 2 vagues sectorielles en fait. L'une qui a porté sur le secteur de l'automobile et des équipementiers automobiles qui a eu lieu en 2022 et 2024. Et puis une seconde sur le secteur du bâtiment. Sur la première, nous avons pu constater qu'une large partie des entreprises contrôlées avaient un dispositif qui était insuffisant au début du contrôle. Elles se sont mis pour la plupart en ordre de marche accéléré pendant le contrôle, mais ce qui est intéressant sur cette vague, c'est que nous avons été face à un nombre important de filiales françaises de grands groupes étrangers qui, parce qu'elles passaient les seuils, étaient assujetties en tant que telles, mais qui étaient dépendantes de leur mère pour leur dispositif de conformité. Et il y a eu tout un travail un peu pédagogique de la part de ces filiales en direction de leur mère pour expliquer qu'elles étaient assujetties en tant que telles et qu'elles avaient des obligations qui étaient des obligations liées à la loi française qu'elles devaient remplir. Et on les a vues véritablement progresser, mais aussi progresser dans un dialogue avec leur mère pour rehausser leur dispositif au regard des exigences de la loi française.
Donc, c'est un point à rappeler. Les filiales françaises de groupes étrangers qui passent les seuils sont clairement assujetties au dispositif français. On a également, à partir de fin 2023, lancé une vague de contrôles qui était en partie des contrôles de suite sur le secteur du BTP, qui est un secteur sur lequel nous sommes toujours vigilants, notamment parce que c'est un domaine de très forte interaction entre le secteur public et le secteur privé, où ces entreprises répondent souvent à des marchés publics. Et les marchés publics sont évidemment très encadrés, mais ce lien public-privé est aussi toujours un lieu à risque, un secteur à risque au titre des devoirs de probité. Alors, dans ces contrôles, nous avons été confrontés à des entreprises qui avaient des dispositifs robustes et des cartographies complètes, donc des dispositifs que nous pouvions valider d'un point de vue de leur forme, mais on s'est curieusement trouvé avec des choses un petit peu étonnantes. Par exemple, des cartographies des risques qui pointaient des risques liés aux cadeaux, invitations ou au domaine du sponsoring, avec en face des mesures de remédiation soit absentes, soit très insuffisantes, soit non appliquées sur ces sujets. On a vu notamment des groupes qui, tout en ayant pointé le risque lié aux cadeaux et invitations, n'avaient pas mis de moyens de contrôle sur ces sujets, par exemple pas de registre cadeau ou aucun contrôle a posteriori des opérations de sponsoring et de mécénat. Et donc, ce sont des sujets qui sont évidemment importants et sur lesquels nous sommes vigilants. Alors, quelle perspective maintenant pour 2025, nous avons des perspectives de travail, d'évolution à la fois méthodologique et sectorielle. D'un point de vue méthodologique, vous savez que l'AFA a un travail de transparence important, que non seulement nos recommandations sont publiques, mais le questionnaire qui sert à nos contrôles est également public. Je sais que certains d'entre vous, d'ailleurs, les utilisent pour contrôler leurs propres dispositifs, mais ce questionnaire, on nous l'a fait remarquer souvent, est un questionnaire assez fourni, avec de nombreuses questions que nous voulons faire évoluer dans une perspective de simplification, non pas pour ajouter des rubriques, mais pour rendre nos premiers échanges plus efficaces et donc simplifier ce questionnaire à la fois pour les entreprises, parce que nous savons qu'il est lourd à remplir, et un petit peu pour nous aussi, parce que nous recevons quelquefois des documents extrêmement riches et nombreux, et nous voulons renforcer notre efficacité sur ce point. Deuxième domaine d'évolution méthodologique, le suivi que nous voulons faire de nos contrôles. Comme Marie vous l'a indiqué, donc dans les contrôles que nous avons opérés, il y a eu un certain nombre de contrôles initiaux, plus un certain nombre de contrôles de suite. Tous nos contrôles se terminent par un plan d'action. Et il nous semble utile de suivre la mise en œuvre de ces plans d'action. C'est pour la raison pour laquelle les courriers d'envoi du rapport définitif comportent désormais une clause de rendez-vous. Nous souhaitons revoir les entreprises dans un délai donné pour voir où elles en sont de la mise en œuvre de leur plan d'action. Ces entretiens, qui d'ailleurs parfois nous sont spontanément demandés par les entreprises, permettent à la fois à l'entreprise de s'assurer qu'elle avance dans la bonne direction et lui permettent de voir si ces actions sont bien en cohérence avec les recommandations
d'évaluation. Et pour l'AFA, cela nous permet de disposer d'outils d'évaluation pour savoir s'il faut déclencher des contrôles de suite ou pas. Donc, nous allons systématiser ces rencontres, ces rendez-vous dans un délai à déterminer pour après chaque clôture de contrôle. Donc nous allons modifier la charte des contrôles en 2025 pour mentionner ces modalités de suivi que nous voulons systématiser. Sur les perspectives thématiques, je souhaite indiquer au marché les secteurs qui seront contrôlés par l'AFA et nos points de vigilance dès le lancement des vagues concernées et sans attendre le résultat des contrôles. Il ne s'agit pas ici de stigmatiser tel ou tel secteur d'activité, mais de tenir compte de l'exposition au risque de certains secteurs et en annonçant à l'avance les secteurs qui seront contrôlés, de permettre à certains pans du marché de renforcer leur dispositif. Alors, il y a deux choses que je souhaite pointer à cet égard. D'une part, des risques qui émergent. L'actualité, et notamment l'actualité législative, s'en fait l'écho. Nous voyons une très forte pression de groupes criminels organisés sur l'ensemble de la société française, évidemment sur le secteur public et en particulier sur le secteur régalien. Et l'AFA renforce considérablement son appui au secteur public dans ce domaine, mais évidemment, les entreprises peuvent également être visées par ces bandes criminelles dans des secteurs d'activité extrêmement variés. Il peut s'agir de la manutention portuaire notamment, mais pas exclusivement, des domaines du transport, des domaines financiers, de toute une série de secteurs qui sont proches des administrations régaliennes. Je pense par exemple à toutes les entreprises qui travaillent en lien étroit avec l'administration pénitentiaire. Donc nous sommes les entreprises comme les secteurs publics peuvent être visés et approchés par ces bandes criminelles. C'est un risque de corruption privée qui est un risque peut-être nouveau, peut-être moins systémique que celui auquel les entreprises avaient l'habitude de faire face, mais qui vise en fait le risque de corruption des collaborateurs des entreprises qui peuvent être approchés, soit parce que l'entreprise travaille dans un secteur qui va être utile pour les bandes criminelles ou pour accéder à des données confidentielles ou pour profiter des activités de l'entreprise au profit de ces bandes criminelles. C'est donc un sujet sur lequel les entreprises doivent désormais être vigilantes également. Et c'est un sujet sur lequel nous allons nous travailler dans les mois à venir. Un autre point qui est un point sur lequel il faut être vigilant, c'est les risques de corruption privée liés à des ingérences étrangères. On a vu un certain nombre de cas qui apparaissaient et là encore, les entreprises doivent être conscientes de ces risques et mettre en place les dispositifs, notamment les dispositifs d'alerte nécessaires pour s'y préparer et pour y faire face. Donc sur ces sujets, nous allons renforcer notre vigilance, tant du côté des acteurs publics que des acteurs économiques. Et de manière générale, toute notre action va être de travailler, et déjà depuis un certain temps, de travailler en vis-à-vis entre les secteurs économiques et les secteurs publics. Dans un autre domaine, qui va être aussi un de nos domaines d'attention pour l'année à venir. Je souhaite qu'au titre de l'année 2025, une vague de contrôle soit lancée sur le secteur de la santé. C'est un secteur où les enjeux sociétaux sont importants. Le montant des dépenses publiques en jeu l'est également.
C'est un secteur qui est confronté à de fortes attentes de la part de la population et nous avons commencé tout un travail de sensibilisation de l'ensemble des acteurs à la prévention des conflits d'intérêts. On mentionnait tout à l'heure un guide qui a été publié récemment pour les hôpitaux. Et évidemment, on est dans un travail en vis-à-vis concernant les acteurs publics et les acteurs privés. Donc, le travail que nous faisons pour les entités publiques en ce domaine va s'accompagner d'une vigilance accrue pour s'assurer que les grandes entreprises qui travaillent notamment dans le domaine de la production et de la commercialisation des produits de santé ont mis en place les mesures de prévention et de détection qui sont efficaces et qui sont conformes aux obligations imposées par la loi Sapin II. Et comme je le disais, ce secteur va être aussi une bonne illustration d'un axe que je veux renforcer dans nos contrôles, qui est l'articulation entre le secteur public et le secteur privé, parce qu'évidemment, c'est souvent à l'interstice entre les deux qu'il est nécessaire de travailler et d'être vigilant. Alors bien sûr, je veux aussi indiquer que ce n'est pas parce que nous annonçons un secteur prioritaire que cela sera le thème exclusif de nos contrôles. Donc ça ne veut pas dire que tous les autres secteurs peuvent se reposer sur leur laurier et qu'on ne viendra pas les voir, en d'autres termes, puisque nous travaillons aussi parfois nous pouvons déclencher des contrôles notamment liés à des signalements. Nous en recevons beaucoup. Je dois dire que le nombre de signalements que reçoit l'AFA double tous les ans. Et cette année, rien que pour le mois de janvier, nous en avons reçu 200, alors que sur toute l'année 2024, nous en avons reçu 800. Donc les signalements montent très fortement à l'AFA. Dans ces signalements, nous avons des signalements exploitables et d'autres qui ne le sont pas, mais nous avons aussi des signalements extrêmement précis, et il nous arrive de déclencher des contrôles suite à des signalements que nous avons reçus. Donc ça arrive aussi. Donc ce que je voulais dire, c'est donc de assumer une vigilance accrue dans un certain nombre de domaines, parce que ce sont des domaines à risque sur lesquels nous voulons travailler, et nous voulons aussi avertir les entreprises des risques qu'elles peuvent courir, et leur permettre d'augmenter la qualité de leur dispositif de prévention et de détection des atteintes à la probité, en les avertissant que ce sont des secteurs dans lesquels il y aura des contrôles dans les mois à venir. Peut-être un tout dernier point concernant la commission des sanctions. L'AFA donc a reconstitué sa commission des sanctions, qui vient d'adopter un nouveau règlement intérieur qui est également sur notre site. On voit, on le disait en introduction, qu'au bout de 8 ans, les entreprises ont fortement progressé, mais que ces progrès sont encore inégaux, y compris dans des secteurs à risque, et il nous arrive encore de déclencher des contrôles, y compris dans des secteurs à risque, où nous voyons que des entreprises n'ont absolument rien fait. C'est donc la raison pour laquelle il me semble important et nécessaire, y compris par équité au regard des entreprises qui, elles, se mobilisent et consacrent des moyens à cette action anticorruption, de réactiver des saisines de la commission des sanctions. Et voilà, cette commission existe, elle a vocation à travailler. Sa présidente nous dit régulièrement qu'elle est très motivée, et donc nous pourrons aussi, dans l'année qui vient, procéder à des saisines de la commission des sanctions. Voilà.
je termine sur une note peut-être un petit peu dure, mais je voulais juste rappeler que donc l'AFA est à la fois mobilisée pour travailler. J'en profite pour remercier tous les agents de l'AFA qui font du bon travail et qui sont très mobilisés pour ce sujet de lutte contre les atteintes à la probité. Il s'agit, et je le répète, d'abord de protéger les entreprises parce que ces dispositifs sont des dispositifs de protection et nous sommes là pour vous aider à vous protéger et vous apporter tous les outils qui sont nécessaires. Voilà. Juste pour notamment nos amis qui sont en ligne, indiquer qu'il va être compliqué de prendre des questions en ligne. Par contre, on va prendre des questions dans la salle. Mais nous avons enregistré toute cette séquence et tout cela sera mis en ligne sur notre site et pourra donc être regardé de nouveau pour ceux qui n'auraient pas pu être là ce matin. Et je vais vous demander si vous avez des questions. Dans la salle, donc. C'est toujours compliqué de poser la première. Oui. Oui. Ah, pardon, bon, juste un petit point. Est-ce que vous pouvez détailler un petit peu le bilan des sanctions? Enfin, s'il y a déjà un bilan, combien d'affaires ont donné lieu à des saisines et le montant des amendes? Alors, la commission des sanctions avait été peu saisie jusqu'à maintenant. Il n'y a eu que 2 saisines, ce qui était très peu, qui était en 2020, de mémoire. C'est la raison. Alors, suite à ces saisines et à ces affaires, l'AFA a plus développé un travail d'approche pédagogique, d'appui des entreprises, et ça reste très clairement notre philosophie. Hein. On est principalement là pour aider et appuyer les entreprises, mais ce dispositif de sanction existe et donc nous voulons le réactiver. Mais à ce jour, il a été peu mobilisé. Oui. Bonjour, Louis Collard du service des affaires. Je vous remercie vivement pour cet exposé. Je pense qu'il enrichit, en tout cas pour les entreprises que nous représentons, qui enrichit la compréhension de votre activité. Une petite question pour vous, Marie Mallard. Vous avez mentionné des difficultés parfois sur les délais de mise en œuvre. Aujourd'hui, quels sont les critères pour les apprécier de votre côté sur ces délais de mise en œuvre et quels sont les points d'achoppement que vous voyez? Alors, sur les délais, je dirais qu'il y a 2 niveaux de délai. Il y a les premiers qui sont ceux que l'entreprise se fixe pour mettre une mesure de remédiation à un manquement à la loi. Alors, en l'occurrence, pour nous, un manquement doit être corrigé sans délai. Donc, bon, il n'y a pas vraiment de discussion autour de ce délai-là. C'est plutôt les délais qui sont mis sur les actions en face des observations que l'on peut faire sur des améliorations ou des évolutions du dispositif. Et là aussi, on discute avec les entreprises de la pertinence de ces délais. J'ai en tête notamment une entreprise qui était globalement en cours de réorganisation de son activité et de ses systèmes d'information et qui nous a exposé factuellement les difficultés qu'elle aurait à déployer une digitalisation de son évaluation des tiers dans un délai court. Et dès lors, nous avons convenu d'un délai plus long puisque nous essayons aussi de comprendre les contraintes des activités des entreprises et de chacun des secteurs. Donc, 2 réponses. Pour nous, un manquement à la loi, c'est une remédiation sans délai. Et dès lors que c'est une évolution du dispositif qui est souhaitable pour qu'il soit plus pertinent, nous essayons de trouver un délai raisonnable qui colle aussi avec la vie de l'entreprise. Oui, bonjour. Peut-être une interrogation, ou en tout cas partager un point qui est remonté par un certain nombre de nos adhérents sur un outil pratique. Alors il y a déjà effectivement beaucoup de choses, hein, mais justement qui permettrait de faciliter l'articulation entre les procédures des maisons mères et des filiales. Donc ça peut être voilà, des choses qui pourraient être
attendu. Et peut-être également, alors moi je représente des entreprises du secteur de la santé, une remarque concernant les 2 priorités de vos contrôles, c'est qu'il y a évidemment des interactions entre le premier axe et le second axe. C'est-à-dire que pour échanger avec nos interlocuteurs des douanes ou encore de l'OCLAESP, on se rend compte effectivement que le phénomène de falsification de produits de santé et singulièrement des médicaments s'accentue, qu'il y a un enjeu de documentation de ce phénomène. Donc ça c'est plus un message autour de des actions qui pourraient être menées pour pouvoir mieux documenter et cibler cette problématique. Mais ce qui ressort de ces échanges, c'est la sensibilité des acteurs de la chaîne de distribution, dont certains travaillent avec les pouvoirs publics et évidemment avec les acteurs privés. Donc voilà, ça fait vraiment pour moi des synergies entre les 2 axes de contrôle. Voilà une remarque de notre côté. Merci beaucoup. Le sujet de la criminalité organisée est réellement inquiétant parce qu'il peut se développer dans l'ensemble des secteurs de l'économie. Vous mentionnez effectivement le sujet de l'environnement, l'OCLAEST et le sujet de l'environnement qui est aussi un des sujets risqués. Mais bien pris sur vos 2 points et on peut continuer à y réfléchir avec vous. Je crois qu'il y avait une première partie de question sur l'articulation des dispositifs. Dès lors que l'article 17 prévoit que les filles et sociétés contrôlées peuvent appliquer le dispositif de leur maison mère, ce qu'il serait assez cohérent, c'est de trouver une décision formelle de l'organisation de ce dispositif, éventuellement des délégations de pouvoir par la société mère vis-à-vis de ces filles et de ces sociétés contrôlées pour leur donner pouvoir de décider ce qui s'applique à leur niveau. Et ce sont des choses qui sont très peu formalisées, qui sont un peu le fruit d'une histoire. Alors quelquefois on colle à l'organisation opérationnelle des métiers, quelquefois on décide d'organiser ce dispositif de manière indépendante des opérationnels, mais en tout cas ce n'est pas très clair ni pour nos interlocuteurs ni pour nous qui le contrôlons. C'est donc qu'il y a un problème de formalisation et vraiment de précision des responsabilités. Sur ce point, Catherine Ferriol indiquait qu'on va essayer d'avoir des outils peut-être un petit peu plus courts et plus opérationnels. Ça peut être un sujet sur lequel on retravaille. Aline Robert, l'Informé. Merci pour votre présentation. Est-ce que vous pourriez nous faire un petit bilan de vos relations, vos rapports avec la justice? Parce que dans vos compétences, vous avez aussi celle de transférer des dossiers. Donc, je voudrais savoir un petit peu comment ça se passe, quel nombre vous avez pu faire. Est-ce que vous faites des articles 40 régulièrement? Avec quelle juridiction vous travaillez? Je crois que c'est principalement avec le PNF, mais peut-être avec d'autres. Donc, en dehors des CGIP, comment vous travaillez avec la justice? Alors, effectivement, l'AFA procède régulièrement à un certain nombre d'articles 40. Dans deux cas, soit lorsqu'à l'occasion de nos contrôles, nous détectons des faits qui constituent des infractions pénales, nous le signalons au procureur de la République et ça arrive régulièrement. Je veux dire, plus fréquemment à l'occasion de nos contrôles acteurs publics qu'à l'occasion de nos contrôles acteurs économiques. On en a fait très peu, un ou deux simplement, à l'occasion de contrôles acteurs économiques, mais on le fait un petit peu plus souvent à l'occasion de contrôles acteurs publics. Et donc ça nous arrive régulièrement. Il y a d'ailleurs eu, il n'y a pas très longtemps, des affaires jugées suite à des signalements de l'AFA sur des articles 40. Je n'ai plus les chiffres exactement en tête, mais vous les avez dans notre rapport d'activité 2023. Vous pouvez les retrouver là. Nous procédons également à des articles 40 suite aux signalements que nous recevons. C'est peut-être la source la plus importante d'articles 40. Lorsque nous recevons des signalements, nous les travaillons, nous les enrichissons. Nous pouvons éventuellement les renvoyer à différents autres organes administratifs ou à des déontologues, ou ça dépend. En tout cas, nous les regardons toujours
toujours avec beaucoup d'attention, mais dans un certain nombre de cas, les faits nous semblent suffisamment détaillés et étayés pour nous conduire à faire un signalement au procureur de la République. Donc, nous le faisons régulièrement. Nos interactions avec la justice sont nombreuses, à la fois parce que nous sommes quelquefois aussi consultés par les autorités judiciaires sur tel ou tel sujet, tel ou tel point. Et puis évidemment, dans le cadre des CEGIP, nous travaillons principalement avec le PNF, mais pas uniquement. Nous avons eu également des programmes de mise en conformité qui nous ont été confiés par la juridiction marseillaise, par Paris, par Nanterre. Donc on a d'autres parquets partenaires. Un point d'ailleurs concernant les programmes de mise en conformité dans le cadre des CEGIP, ils peuvent concerner des entreprises qui ne sont pas assujetties. C'est-à-dire que des entreprises non assujetties article 17 peuvent néanmoins se voir imposer dans le cadre d'une CEGIP un programme de mise en conformité supervisé par l'AFA. Et on a des exemples. Voilà. Je pense avoir. Et puis, bien entendu, nous travaillons aussi régulièrement, mais de manière, cette fois-ci, plus en conseil, avec l'École nationale de la magistrature sur ces sujets où nous organisons des formations, où nous participons à des formations pour des magistrats, principalement en formation continue, qu'elles soient centralisées ou locales. Bonjour, Roxana Family, chaire droit éthique des affaires, Université CY Cergy Paris. Je voudrais peut-être revenir un peu sur l'organisation nouvelle de l'agence et voir comment vous envisagez de conduire les contrôles dans des secteurs qui sont des secteurs assez mixtes et hybrides. Vous avez annoncé le secteur de la santé. Il peut y avoir effectivement des liens très, très forts entre les acteurs publics et les acteurs privés. Et de manière générale, ce souhait que dans le secteur public, les dispositifs de conformité se déploient de la même manière que dans le secteur privé, avec bien entendu les adaptations nécessaires. Donc, est-ce que vous pourriez un peu expliquer comment cette nouvelle organisation se prête à ces contrôles qui sont des contrôles qui sont plus hybrides et est-ce qu'il n'y a pas un risque de trop distinguer et séparer les deux secteurs publics et privés? Merci beaucoup pour cette question qui me permet de revenir sur un sujet qui est effectivement important. Alors, les modalités de contrôle restent très largement les mêmes entre les acteurs publics et les acteurs privés. Et cette réorganisation est aussi l'occasion de faire travailler beaucoup plus ensemble en vis-à-vis secteur public et secteur privé. Je vous donne un exemple. En fait, sur un domaine précis, nous pouvons à la fois décider de contrôler, de lancer un contrôle sur un établissement public, quelle que soit sa nature juridique, et en parallèle, et nous l'avons fait, sur des entreprises qui travaillent avec cet acteur public. Et nous formons une sorte d'équipe où nous allons travailler sur les deux à la fois. Donc l'acteur public va nous remonter un certain nombre de... On va regarder comment il travaille, on va regarder évidemment les marchés publics, mais pas uniquement. Et puis en face, l'acteur économique, on va également regarder, et puis on va regarder comment ils travaillent ensemble. Donc c'est véritablement des contrôles que nous faisons en vis-à-vis, qui nous paraissent intéressants pour appréhender le risque globalement au niveau d'un secteur. Parce que il y a des risques des deux côtés et on va, à travers des contrôles déclenchés des deux côtés, pouvoir voir
quel est le risque sur l'ensemble du secteur. Alors, vous avez évoqué également un autre sujet qui est la moindre évolution, en fait, la moindre maturité, plus exactement, des acteurs publics sur les dispositifs de conformité anticorruption. C'est vrai. C'est vrai, mais ça doit être regardé aussi dans un cadre un petit peu différent. Les acteurs publics sont enserrés dans toute une série d'autres règles. Évidemment, les marchés publics, le Code des marchés publics, mais aussi les règles de la fonction publique, plus un certain nombre de règles autour de la déontologie, la mise en place de déontologues dans très nombreux acteurs publics. Et le dispositif anticorruption doit s'articuler avec tout ça. Et notre message est surtout de leur dire, articulez, prenez ce risque probité et regardez-le dans l'ensemble de vos secteurs d'activité avec l'application de vos règles. Mais le dispositif conformité est plus un dispositif de mise en cohérence de choses qui existent déjà que de créer quelque chose de toute pièce, ce qui s'applique plus dans le secteur économique puisque les règles que je viens de citer ne s'appliquent pas. Donc, on a une approche qui est un petit peu différente au regard des acteurs publics. C'est aussi une des raisons pour laquelle on a fait cette réorganisation, parce qu'il nous semble que pour les acteurs publics, il faut appréhender les choses de manière un petit peu différente et plus aussi en accompagnement, notamment au niveau des ministères. Donc, on a une approche qui va être un petit peu différente des deux côtés, tout en étant très vigilant sur les interactions entre les deux dans nos contrôles, dans nos approches sectorielles. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous remercier pour votre attention. Donc, cette matinée sera mise en ligne sur notre site. Donc, il sera possible de vous y référer. Et n'hésitez pas, vous savez que l'AFA a parmi les régulateurs une réputation d'être un régulateur assez accessible et très ouvert au dialogue. C'est clairement notre volonté qui se poursuit très clairement dans ce sens de discuter avec l'ensemble du secteur économique, avec l'ensemble des entreprises pour les aider à mieux se protéger. Je vous remercie beaucoup. Au revoir.